Bonjour, bienvenue dans C'est Cash, l'émission où on vous parle d'économie, sans idéologie et avec pragmatisme. Bonjour, aujourd'hui on va vous parler des privatisations d'Aéroports de Paris, notamment, mais aussi de la Française des Jeux et aussi d'Engie. Bonjour Estelle. Bonjour Olivier, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est Cash. La question de la semaine, Olivier, la voici, privatisation des entreprises françaises. Est-ce une bonne opération pour l'État? Dans la nuit du 15 au 16 mars dernier, 45 députés sur 577 ont entériné à l'Assemblée nationale le projet de loi Pacte, qui signifie plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises. Un texte qui ouvre la voie notamment à la privatisation de certaines entreprises françaises. Une disposition controversée parmi les entreprises qui pourraient être privatisées. Engie, distributeur du gaz de France, la Française des Jeux ou encore ADP, Aéroport de Paris. Ce texte, il sera débattu à partir du 9 avril prochain au Sénat. En attendant, le débat est ouvert. Olivier, selon vous, est-ce une bonne idée de privatiser aujourd'hui ces entreprises ? Écoutez, comme le titre de l'émission, pragmatisme ou idéologie. C'est-à-dire qu'au point de vue idéologie, on est à peu près tous d'accord que l'État n'a pas forcément vocation à vendre des voitures, à gérer des boutiques dans des aéroports, etc. Mais au-delà de ça, vous avez l'aspect purement comptable, pragmatique. Est-ce que c'est une bonne affaire financière ou pas ? Or, visiblement, ça n'est pas une bonne affaire financière, sauf peut-être pour les banquiers d'affaires et les avocats qui vont réaliser ces privatisations. Mais pour nous, en tout cas, c'est pas forcément une bonne affaire. Et ensuite, la manière dont c'est fait, le timing qui a été adopté. Vous avez dit en introduction qu'il y avait eu 46 députés qui avaient voté, 45 députés sur 500. Ça s'est voté à 6 heures du matin. Enfin bon, franchement, c'est fait de la pire des manières et on a l'impression qu'on vote ça en catimini à la fin d'une nuit pour vraiment faire passer quelque chose sur lequel il y a beaucoup de questions encore et qui sont loin d'avoir des réponses. Alors, on reviendra sur les chiffres un peu plus tard dans l'émission. L'opération la plus controversée, c'est la possible privatisation d'ADP. En quoi confier à ADP un gestionnaire privé est-il risqué ? Pour beaucoup de raisons. Alors, je vous dis, moi, c'est sans aucune idéologie. Donc, je dis à la limite, pourquoi pas au départ ? Et pourquoi pas, sauf que... Alors évidemment, c'est un point d'entrée. Vous avez quelques centaines de millions de passagers par an. Donc c'est un point d'entrée majeur et donc c'est quelque chose de stratégique, on va dire. Ensuite, sur les difficultés, c'est surtout, je vous dis, sur la manière dont c'est fait. La manière dont c'est fait, c'est donner une concession pendant 70 ans. Alors, on a parlé beaucoup de Vinci, parce qu'ils avaient déjà eu les autoroutes, et que... voilà, donc est-ce que ça va être Vinci ou est-ce que ça va être un autre ? Peu importe. Mais on a parlé de ce groupe-là. Ensuite, on va être obligé de le racheter au bout de 70 ans. Donc, ce n'est pas une concession comme les autoroutes, si l'État veut le faire. Mais on va être obligé de le racheter au bout de 70 ans, c'est-à-dire que, pas comme sur les autoroutes, qui au bout de 35 ans reviennent dans le giron de l'État, mais gratuitement. Là, il va falloir le racheter. Ensuite, il va falloir indemniser les privés qui sont déjà dans Aéroports de Paris, donc à 50% à peu près. Il va falloir les indemniser parce que les pauvres chéris, ils ont eu un choc, sachant que c'était une concession de 70 ans. Donc tout ça laisse quand même une idée
d'une espèce de précipitation, on ne sait pas pourquoi, d'une espèce de précipitation alors que ça n'a pas lieu d'être et que je vous dis en plus financièrement, ça va servir à quoi? Justement, Olivier, pourquoi l'État veut-il privatiser les aéroports de Paris? Eh bien, pour Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, c'est, je cite, une nécessité absolue. On l'écoute. Au XXIe siècle, il y aura des vainqueurs et il y aura des vaincus. Dans le camp des vainqueurs, vous aurez les nations qui auront investi pour l'innovation, qui auront la maîtrise de l'intelligence artificielle, et vous aurez des nations qui auront baissé les bras parce qu'elles auraient continué à gérer des rentes plutôt que d'investir dans la vie du pays. Alors justement, Olivier, le gouvernement souhaite, avec la privatisation de ces entreprises, alimenter un fonds pour financer l'innovation. Sur le papier, ça semble pas mal quand même. Oui, sur le papier. Comme vous dites, moi, j'ai jamais vu l'État français s'endetter pour investir vraiment intelligemment. Ça date du nucléaire avec De Gaulle, mais depuis, il n'y a pas eu grand-chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va attribuer 5 milliards au désendettement. Je vous rappelle l'endettement de l'État français, 2700 milliards. D'accord ? Si vous prenez la totalité de ce qui cash, parce qu'on vous dit qu'il est endetté à 98%, c'est faux, il est endetté à 137%. Donc on est à 2700 milliards, 5 milliards sur 2700 milliards, vous pensez que ça va changer notre vie? Non, pas du tout. Donc c'est juste ridicule, on est là en train de dire qu'on va mettre ça dans un fonds, que ce fonds va acheter au départ... Un fonds qui aura un rendement. Voilà, oui, un rendement. De l'OAT française, 0,80. C'est quoi le sujet? L'estimation, c'est 2,5%. Oui, l'estimation, mais moi je vous estime ce que vous voulez. Hein. Je vous dis que ça va rapporter du 4%. Si vous avez envie de l'entendre, il n'y a aucun problème. Mais aujourd'hui, l'OAT française, c'est 0,5. D'accord, 0,80. Donc, il faut arrêter les bêtises. Financièrement, c'est pas quelque chose qui, contrairement à ce que dit Monsieur le maire, est évident. Alors Olivier, on va voir un peu plus ce que va rapporter ou non ces privatisations. On voit cela avec le tiroir cash d'Antoine Vassas. La privatisation en France, c'est presque une vieille tradition, comme le feu d'artifice du 14 juillet ou le cassoulet. Depuis près de 30 ans, chaque gouvernement a vendu des actifs publics à des investisseurs privés. On va pas vous faire un inventaire, il y en a beaucoup trop. Pas loin d'une 60aine d'opérations de privatisation depuis le gouvernement de Jacques Chirac en 86. Écoutez, mes chers compatriotes, j'ai décidé de privatiser. Pourquoi ? Parce que ça permet de faire rentrer du cash, du bif, du flouze, du pognon immédiatement dans les caisses de l'État. Sauf que sur le long terme, c'est pas forcément une bonne opération. Prenons les autoroutes par exemple. Elles avaient rapporté 14,8 milliards d'euros à l'État en 2006. Et pour vous donner une idée de ce que ça rapporte, les sociétés acquéreuses ont versé près de 5 milliards d'euros de dividendes rien qu'en 2017 à leurs actionnaires. En fait, privatiser, c'est un peu comme si une mère disait à son enfant « Bon, je te donne un paquet de bonbons maintenant, ou alors je t'en donne que quelques-uns tous les jours, mais en illimité. » Et l'État, pardon, l'enfant c'est une métaphore, l'enfant répond « Je veux les bonbons tout de suite !» Bref, un calcul qui peut faire mal aux dents. Et puis ça signifie qu'un service autrefois public se retrouve soumis aux lois du marché, de la concurrence et à la pression des actionnaires. En gros, attention, va falloir être rentable. Et toi, t'en penses quoi, Olivier ? Alors, Olivier ? Je vous le dis, moi, j'ai pas d'idéologie là-dessus. Quand ça concerne, comme l'État a aujourd'hui, des participations dans Renault, dans Peugeot, l'État n'a pas vocation à vendre des voitures. Bon, donc là, j'ai aucun souci, on peut privatiser. En effet, là, je pense qu'avec des marchés au plus haut, ça ne serait pas totalement idiot de vendre ce genre de participation. En revanche, que l'État ait une participation dans des actifs qui sont vraiment, pour le coup, stratégiques, comme les aéroports ou comme le gaz avec Engie, ça ne me paraît pas totalement idiot. Il faut savoir quand même que financièrement, on peut quand même se poser des questions. Qui est-ce qui finance ça? C'est nous, avec nos impôts, depuis des années.
D'accord, on a financé la construction des autoroutes, on a financé les aéroports, etc. Et puis, tout d'un coup, quand on va commencer à avoir du rendement, eh bien, on nous dit « Ah ben non, on va le vendre à quelqu'un d'autre ». En général, quand vous investissez, c'est pour avoir du rendement plus tard. Donc, je ne suis pas tout à fait d'accord pour que ça se passe, et surtout que ça se passe comme ça, c'est-à-dire c'est aujourd'hui, comme tout ce que fait à peu près le gouvernement Macron, c'est mal fait. On est avec des amateurs, et les amateurs, malheureusement, ne sont pas des professionnels, et on le voit tous les jours. Olivier, on va aller plus loin sur le sujet. Cette semaine, nous recevons Fergan Aziari, chargé de recherche à l'IREF, l'Institut de recherche économique et fiscale. Bonjour Fergan Aziari, merci de nous rejoindre dans C'est Cash. Alors Fergan, l'État est-il en train de brader ses bijoux de famille comme on a pu le lire ou l'entendre ? Tout dépend comment la procédure de privatisation va avoir lieu. C'est-à-dire que, alors là, moi, je vais vous décevoir un petit peu, c'est qu'on a beaucoup entendu parler de cette privatisation à travers le prisme de l'intérêt budgétaire de l'État, mais je ne suis pas convaincu que ce soit l'enjeu premier. C'est-à-dire que pour moi, la véritable question, c'est la prospérité, la productivité, la compétitivité de l'économie française, la compétitivité de l'industrie et la compétitivité de la société en question, donc ADP. Donc moi, la question que je pose, c'est quelles sont les conditions qui font qu'une société est incitée à être le plus productif possible ? Alors, il y en a qui pensent que c'est lorsque l'entreprise est étatisée que celle-ci a toutes les incitations à se montrer productive dans la fourniture de biens et de services, notamment des services aéroportuaires. Moi, je ne suis pas convaincu personnellement que des hauts fonctionnaires soient mieux placés que des entrepreneurs, actionnaires, investisseurs, travailleurs lambda pour précisément être incités à fournir des services aéroportuaires, immobiliers, selon un rapport qualité-prix optimal. Donc c'est ça qui m'intéresse, moi, c'est les conditions qui font que ADP, qui est une entreprise qui a une très belle réputation dans le monde, soit toujours plus incité à être plus innovant, plus productif dans la fourniture de services aéroportuaires. Et en ce sens, une privatisation ne me paraît pas absurde, même si, en effet, j'entends l'objection sur les conditions de cette privatisation et les besoins de faire en sorte que cette privatisation se déroule au mieux pour préserver les intérêts du contribuable. Et là-dessus, il y aura sans doute beaucoup de choses, effectivement, à dire sur les modalités de l'appel d'offres ou l'opportunité peut-être de faire autre chose, de vendre les actions au gré à gré sur les marchés, de faire une vente aux enchères. Enfin, tout ça se discute, effectivement. Quand on sait que les appels d'offres aujourd'hui, ce n'est pour moi pas la meilleure manière de privatiser, pour être honnête. Olivier, qu'est-ce que vous répondez à Fergan qui dit que le prisme budgétaire n'est pas le premier enjeu ? Mais qu'est-ce que ça change ? Aujourd'hui, on va, parce que ADP va être privatisé, on va changer les salariés ? Non, c'est les mêmes qui vont rester. Est-ce qu'on va changer le président ? Oui, on va changer le président. On va mettre qui ? Un inspecteur des finances qui va gérer aussi mal que s'il l'avait géré au sein de l'État ? Je ne vois pas ce que ça change. Le problème, c'est bien un problème purement... quel intérêt, aujourd'hui, a-t-on à se précipiter et à vendre à tout prix, comme si vraiment il n'y avait pas autre chose à penser en ce moment, à vendre à tout prix 50 ou 40, je ne sais pas ce qu'ils feront au final, ADP. Je ne vois pas. Et je ne pense pas que dès demain, ADP, si l'État a vendu 40% des parts d'ADP, je ne vois pas en quoi, demain matin, ADP sera plus rentable. Je ne pense pas. Et je vous dis, c'est vraiment un problème aujourd'hui qu'il faut se poser, c'est quel est l'intérêt ? Qu'est-ce qui pousse aujourd'hui Monsieur le maire à faire adopter ça à 6 h du matin par 45 personnes. Excusez-moi, mais là, moi, j'ai un souci. Et je me dis, il y a quand même beaucoup de questions qui se posent. Qui est le banquier d'affaires qui réalise l'opération ? Comme par hasard, un copain de Macron. D'accord ? C'est une question qu'on peut poser. Que va-t-on faire des 1200 hectares qu'il y a dans ADP qui sont du foncier et qui ne sont pas les pistes et les hangars, etc. Qu'est-ce qui va se passer ? Comment ça va être valorisé ? Comment ça va être racheté après, au bout de 70 ans ? Ça, c'est quand même des bonnes questions à poser.
Pourquoi est-ce qu'on indemnise les actionnaires privés aujourd'hui? Pourquoi? Parce qu'ils ont eu un gros malaise quand ils ont su que la concession était pour 70 ans. Ça les a perturbés. Et ça vaut 1 milliard d'euros. Alors, messieurs, on va s'intéresser aux chiffres de ces privatisations. Le produit des privatisations est estimé à 15 milliards d'euros. Sur cette somme, 5 milliards seront consacrés au désendettement et 10 à la création d'un fonds pour les innovations, fonds dont le rendement est estimé à 2,5%, soit 250 millions d'euros. Sachant qu'à la base, ces trois entreprises, Engie, la Française des Jeux et Aéroports de Paris, rapportent à eux seuls 700 millions d'euros par an. Fergan, du coup, quand on regarde ces chiffres, on peut se demander quel est vraiment l'intérêt de l'État ici. Oui, là encore, si on part du principe effectivement, que l'intérêt de l'État, c'est l'enjeu. Effectivement, pour le produit de la privatisation, moi je ne suis pas du tout convaincu qu'il soit opportun d'utiliser cet argent pour financer l'innovation. C'est-à-dire que si on admet que l'État n'est pas compétent pour gérer un aéroport au mieux, c'est-à-dire de la manière la plus productive possible, en quoi est-il plus compétent que le secteur privé pour investir dans l'innovation? Je veux dire, les quelques fois où on a vu l'État interférer dans le secteur bancaire et donc être à la tête d'institutions bancaires, ça ne s'est pas vraiment bien passé, ça ne s'est pas vraiment bien fini. On ne va pas refaire l'histoire des nationalisations bancaires et du secteur financier, mais je ne suis pas du tout convaincu, là encore, que l'État ait quelque chose à faire dans le financement de l'innovation. Donc tout ça me paraît être un prétexte pour effectivement faire passer la pilule, alors qu'en soi, encore une fois, je pense que le principe même de la privatisation n'est pas forcément mauvais si on arrive toutefois à le justifier avec de bons arguments, mais c'est vrai que là-dessus, le gouvernement patauge pour trouver les bons motifs, alors que pour moi, il y en a encore une fois. Tout à l'heure, vous parliez du fait que les salariés ne vont pas bouger, mais on n'en sait rien. Je veux dire, une fois que vous avez inculqué une plus grande culture de la rentabilité dans une entreprise, on peut aussi s'imaginer qu'une entreprise ait plus intérêt à optimiser sa masse salariale, ses coûts. On a vu que les autoroutes avaient automatisé beaucoup de postes, justement, au péage, qui avait été très critiqué à l'époque, mais on a répondu à ce moment-là que c'est dans la nature d'une entreprise d'optimiser ses coûts, d'optimiser sa masse salariale dès lors qu'on lui inculque un objectif de rentabilité. Et moi, je reste persuadé que le secteur privé est beaucoup plus qualifié que l'État pour précisément renforcer la culture de la rentabilité au sein d'une entreprise, même si cette entreprise gère des infrastructures aussi critiques que des aéroports ou du foncier ou des hôtels, de l'immobilier, comme c'est le cas d'ADP aujourd'hui. Olivier ? Alors, il y a un problème autre. Je suis dans l'ensemble, je suis d'accord que l'État n'est pas le meilleur, et loin de là, quand on voit l'état de la France, pour gérer des entreprises dans le secteur concurrentiel. Mais là, le problème, c'est d'ADP, c'est au-delà même d'ailleurs des autoroutes. Les autoroutes, c'est un autre problème. ADP, il y a vraiment un aspect sécurité et point d'entrée, c'est la plus grosse frontière, en gros, de France, qui n'a pas forcément vocation à être gérée par le privé. C'est tout, qui a en effet, comme vous le dites, que des intérêts économiques, et en passant quelquefois, en s'asseyant joyeusement sur le reste. Donc, je ne suis pas certain que ce soit vraiment intéressant pour ADP. En revanche, je vous dis, moi, sur d'autres participations de l'État, en quoi l'État est-il bon pour gérer des ventes de voitures chez Renault ou chez Peugeot? Aucun problème, aucun souci. Mais, en revanche, il y a des secteurs, on va dire, plus stratégiques, sur lesquels je ne vois pas l'utilité de le faire, et surtout de le faire comme c'est fait. Et dans le cadre de la Française des Jeux et d'Engie, parce qu'on parle beaucoup d'Aéroports de Paris, mais il y a aussi la FDJ et Engie, c'est aussi un service public, et on peut se poser la question de savoir si c'est réellement malin. C'est de l'utilité publique, c'est pas du service public. Ouais, enfin, c'est quand même si. C'est beaucoup de choses. C'est de l'énergie, donc c'est quand même quelque part un service public. Puis regardez d'ailleurs, pour ADP, pour les aéroports, combien il y a d'aéroports réellement privés dans le monde? Il n'y en a pas.
Ils sont publics, mais ils ont des concessions privées. Ah oui, mais aux États-Unis, qui n'est pas le pays le plus communiste du monde, hein, on peut dire, qui est plutôt un pays libéral, les États-Unis restent quand même sous la maîtrise de l'État. Donc, on peut se poser des questions pour ADP si vraiment c'est quelque chose de... et puis, je vous dis, d'urgent. En quoi c'est urgent? Pensez qu'il n'y a pas réellement de problème autre que ça, en France et dans le monde, que se précipiter à essayer de vendre ADP et dans des conditions qui sont sulfureuses, avec un État qui, on voit, qui est en pleine fuite en avant, qui ne contrôle plus rien, qui tous les samedis est à la ramasse. Hein. Justement, Fergan, quand Bruno Le Maire parle de nécessité absolue, est-ce qu'on en est vraiment là Alors, nécessité absolue, je ne sais pas si le mot absolu ici est opportun. Moi, je parle vraiment du principe que c'est mieux. Maintenant, ce n'est pas d'intérêt vital, effectivement. Il y a peut-être d'autres entreprises à privatiser avant l'aéroport. Ça, je veux bien le consentir. Mais je ne vois pas en quoi, encore une fois, le principe même de cette privatisation est dérangeant. Pour revenir, toutefois, pour nuancer le fait que les aéroports soient publics dans le monde, c'est vrai, mais la plupart du temps, ils ont recours à des concessionnaires privés. Et d'ailleurs, ADP est aussi à des participations dans des sociétés d'exploitation aéroportuaire dans d'autres pays du monde, en Belgique, en Arabie Saoudite, en Turquie. Donc je pense qu'il y a aussi un petit côté un peu incongru de dire que finalement les aéroports c'est tellement stratégique que ça doit uniquement être géré par des acteurs publics locaux, alors même que la société en question dont on défend en fait la participation étatique française a des parts de marché, a des marchés partout dans le monde. Donc vous voyez bien que c'est pas forcément un marché qui a vocation à être géré par une entité souveraine locale. Maintenant, pour la question sécuritaire, là-dessus, je pense que l'inquiétude est un peu exagérée. Parce que le fait de privatiser un aéroport n'empêche pas la police des frontières, les douanes, d'avoir leur bureau, leur poste sur le terrain. Ils vont continuer à contrôler le passage des marchandises, des personnes. Et là-dessus, il n'y a absolument rien qui change. C'est pas ça, à mon avis, qui va faire que la frontière sera moins bien gérée, puisque ça reste un monopole de l'État, pour le coup, la gestion des frontières. Vous nous disiez tout à l'heure que ADP pourrait se développer beaucoup plus fortement, intelligemment, etc., parce que ça serait privé, mais ADP, je vous rappelle, est devenu le premier groupe aéroportuaire, et pourtant l'État a 50% dedans. Oui. Donc il n'y a pas de souci à son développement. Il n'y a pas eu pour l'instant de limite à son développement. Ça a plutôt bien marché. Donc il peut faire encore mieux. Il peut faire encore mieux. Ah mais oui, on peut faire toujours mieux. C'est Coubertin, c'est ça. Donc Monsieur le Maire comparé à Coubertin, ça, on ne me l'avait jamais fait. Mais oui, pourquoi pas. Mais on peut faire mieux. Aujourd'hui, ADP est rentable parce qu'effectivement, c'est une entreprise semi-publique encore une fois. Moi, je ne suis pas sûr que si cette entreprise en pleine expansion en plus. Oui, en plus. Mais je ne suis pas sûr que si cette entreprise avait été 100% nationalisée, je ne suis pas sûr qu'elle aurait été mieux gérée dans ce cas-là. Donc, on admet aujourd'hui que la participation partielle du secteur privé est aussi un moteur qui fournit les incitations à gérer cette entreprise correctement. Alors, pourquoi ne pas étendre la logique, tout simplement, l'appliquer de manière beaucoup plus rigoureuse? Fergan, quelles répercussions peut avoir ces privatisations sur les consommateurs? L'idée justement d'une privatisation, c'est qu'on puisse inciter ces acteurs-là à fournir des services plus innovants, plus compétitifs, éventuellement pour moins cher. On l'a vu avec les télécoms, on avait les mêmes arguments à l'époque. On craignait que la privatisation des télécoms, c'est une industrie de réseau, c'est un monopole naturel, on va faire exploser les prix. Non, grâce à cette privatisation, on a dopé les investissements dans les infrastructures. On a aujourd'hui un secteur téléphonique. Je suis sûr que même le dernier des communistes n'oserait pas revenir sur cette privatisation en appelant à la nationalisation de ce secteur qui est d'utilité publique, comme bien d'autres secteurs. Donc, je pense que cette privatisation peut avoir beaucoup d'intérêt pour le consommateur, d'autant plus que j'entends souvent l'argument, c'est un monopole naturel, ADP n'a pas de concurrence, et ça c'est dangereux. Je pense que c'est une vision un peu étriquée de la concurrence. Aujourd'hui, on a une vision de la concurrence qui est un peu héritée des schémas néoclassiques, qui consiste à envisager la concurrence comme une compétition entre des solutions parfaitement identiques, homogènes, substituables. Donc dans cette vision
vision-là, le vélo n'est en concurrence qu'avec le vélo, le train qu'avec le train, la voiture avec la voiture. C'est pas comme ça que ça se passe en réalité. Regardez par exemple la SNCF elle-même dans ses rapports financiers admet être en concurrence avec la voiture individuelle, avec le covoiturage, avec les compagnies aériennes low cost, avec plein d'autres alternatives. C'est pareil pour ADP. Ils sont soumis à une pression concurrentielle du fait des autres hubs internationaux en Europe, au Moyen-Orient. Ils sont soumis à la concurrence des trains internationaux. Ils sont soumis à une pression concurrentielle sur le marché des capitaux parce qu'il n'y a pas qu'un segment de marché. C'est une entreprise qui recourt à des capitaux, qui doit offrir des dividendes compétitifs pour attirer des investisseurs. Donc ils sont en concurrence avec d'autres entreprises demandeuses de capitaux. C'est un employeur qui recourt à de la main-d'œuvre. Donc c'est une entreprise au carrefour de plusieurs marchés concurrentiels. Et là-dessus, je ne pense pas qu'il y ait de monopole naturel. Enfin, ça, c'est une blague parce que essayer de franchir l'Atlantique avec un vélo, vous allez avoir du mal. Et secondo, en général, quand vous voulez aller à Paris, c'est mieux d'atterrir à Paris qu'au Moyen-Orient. Enfin bon, après, moi, je veux bien que ce soit entièrement concurrentiel. Pour les correspondances, les compagnies aériennes. Essayez demain de faire un aéroport concurrent à Charles de Gaulle dans la banlieue parisienne. Je pense qu'on va se marrer un peu. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Ferghana Ziari d'avoir été parmi nous. Je rappelle que vous êtes chargé de recherche à l'IREF, l'Institut de recherche économiques et fiscales. Olivier, avant de refermer ce numéro, place à l'actualité de la semaine. Google a été épinglé par la Commission européenne et l'addition est salée. La firme doit payer une amende de près d'1,5 milliard d'euros pour abus de position dominante sur le marché unique. Olivier, qu'est-ce que ça signifie, abus de position dominante ? Ça signifie que c'est la réponse du berger à la bergère. Vous avez vu que les États-Unis nous ont collé un certain nombre d'amendes, surtout aux banques, pour utilisation du dollar, et que l'Europe essaie de répondre et essaie de donner des amendes, parce qu'ils savent que de toute façon, ce n'est pas l'imposition des GAFA qui va faire rentrer beaucoup d'argent. Donc, on attaque Google sur le fait que Google est en position quasi monopolistique, c'est ça que ça veut dire. Et donc, à ce moment-là, trop de parts de marché qui fait qu'ils ont une position dominante, et donc on leur donne une amende là-dessus. Amende que, si ça se trouve, ils ne paieront pas parce qu'ils feront appel de la décision, etc. Donc, c'est pas la première fois que la Commission européenne non, c'est pas la première fois. C'est pas la première fois, mais je suis pas sûr que, au final, vous aurez 1,5 milliard très vite dans les caisses de l'Europe. Merci beaucoup Olivier. En parlant de Google, sachez que vous pouvez revoir notre émission consacrée aux GAFA sur notre site internet rtfrance.tv. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine. Olivier, un dernier mot avant de se quitter. Est-ce que le sujet de la privatisation d'ADP ne méritait pas un petit peu plus de discussion et un petit peu plus ouverte, et à une autre heure qu'à 6 h du matin avec 45 personnes ?